Pour ce chapitre, nous allons aborder une phobie qui me touche en partie. La mécanophobie, ou peur des machines, des machineries en général, et de la technologie. Au fil des siècles, l'humanité n'a cessé d'évoluer, mais certaines personnes peuvent se sentir dépassées par cette évolution. Et c'est de l'une de ces personnes que nous allons parler. De plus, la personne en question fait partie des derniers arrivants du village, et cette personne, que nous rebaptiserons donc Michel, fut l'âme qui a précédé celle d'Hector. Et donc, lui aussi a gardé une partie de ses souvenirs. Pas tous, mais il en avait quand même une partie. Aussi, il est l'une des rares personnes âgées qui ont atterri ici. Enfin, je pense que nous pouvons commencer. Et c'est dans un monde futuriste, où la technologie et les machines font partie intégrante de la vie quotidienne des gens, que notre cher Michel se réveilla, même si ce monde ne lui plaisait pas beaucoup. Néanmoins, tout lui semblait normal, comme s'il y avait toujours vécu. Mais je ressentais en lui une profonde tristesse, ainsi que de l'appréhension à l'idée de la nouvelle journée qui l'attendait. Il se prépara et sortit de chez lui. Dans la rue, tout le monde avait le nez rué sur son téléphone, dans sa tablette ou autre objet connecté qui les alertait quand un obstacle leur faisait face, pendant qu'ils faisaient on ne sait quoi sur leurs appareils. Michel prit un bus et fit valider son ticket par une machine qui s'occupait aussi de conduire le bus. D'ailleurs, tous les véhicules de ce monde se conduisaient tout seuls. Une fois descendu, il alla dans une pâtisserie pour prendre son petit déjeuner, et ce fut une machine qui prit sa commande à la caisse. Et il soupçonnait que c'était aussi des machines en cuisine. En fait, peu importe où il allait, les machines avaient remplacé les humains dans leurs tâches quotidiennes. Les taxis, les caissiers et caissières, serveurs, services d'accueil, services médical, services scolaires et éducatifs, tout ce qui avait pu être remplacé par des machines l'avait été. Et les humains, eux, passaient leur journée connectés à des machines. D'ailleurs, certains humains mécanisaient même des parties de leur corps qu'ils jugeaient défectueuses. La sociabilisation et la communication ne se faisaient plus que par écran interposé. Et de ce que j'ai compris, tout ce qui était administratif, médical et commercial, etc., passait par des machines. En rentrant chez lui avec ses achats, le vieil homme se sentait dépassé. À une époque, il comprenait le monde où il vivait, il pouvait se débrouiller seul, il savait ce qu'il devait faire dans la plupart des situations, et tout lui semblait plus simple. Maintenant, tout lui semblait si compliqué. Il était obligé de demander de l'aide pour chaque tâche importante qu'il devait faire. Il ne comprenait plus le monde où il vivait, tout lui semblait froid et automatique. Et bien sûr, quand il faisait part de ses angoisses par rapport à ce monde, quand il se plaignait dû à la frustration qu'il ressentait de tout ce qu'il ne comprenait pas, quand il ressassait le passé, qui lui semblait tellement plus simple et agréable, on lui disait d'évoluer, d'arrêter de ressasser le passé, et on le dénigrait avec des termes qu'il ne comprenait même pas. Il avait l'impression d'être déconnecté, et pas que physiquement ou mentalement. Et en allumant la télé, les informations parlaient d'un groupe terroriste qui voulait revenir à un monde plus humain. Ils s'en prenaient aux centrales énergétiques qui alimentaient les villes et par conséquent les machines, provoquant un chaos dans chaque ville où ils frappaient. Il voyait des gens paniquer et pleurer à la télé parce que les coupures les coupaient du monde, que certains ne pouvaient plus rentrer ou sortir de chez eux, que les machines ne pouvaient plus faire classe à leurs enfants, les conduire quelque part ou leur préparer quoi que ce soit à manger. Bien évidemment, Michel trouvait les actes des terroristes bien trop extrêmes, mais il trouvait aussi minable le fait que plus personne ne pouvait se débrouiller sans les machines. À son époque, les gens pouvaient aller où ils voulaient sans pour autant tout le temps prendre la voiture ou le bus. Ils pouvaient se faire eux-mêmes à manger. Et bien sûr, il n'y avait pas besoin des machines pour apprendre des choses aux enfants. Et puis, mécaniser toutes les habitations était visiblement une idée géniale, vu qu'à la moindre grosse coupure, les gens n'avaient même plus le contrôle sur leur propre maison. Ce monde le déprimait. Mais le pire, c'est quand il se rendait compte qu'il n'était pas si différent de ceux qu'il critiquait. Il ne pouvait lui-même plus se débrouiller sans les machines, tellement celles-ci avaient pris de l'importance dans ce monde. Toutes les tâches ménagères ou domestiques étaient aussi assurées par des machines pour favoriser la sécurité, le bien ou la tranquillité des habitants.
et son habitation à lui avait été aussi mécanisée pour lui faciliter la vie. Donc, à la moindre coupure, lui aussi était dans le pétrin. Il restait donc toute la journée devant sa télé, à regarder des programmes qui soit le déprimaient, soit l'énervaient, soit lui rappelaient son passé, en espérant que rien de pénible ne lui arriverait chaque jour. Regrettant le temps où il sortait acheter son petit déjeuner à la boulangerie, en discutant au passage avec le boulanger, où il allait au travail, même les collègues qu'il n'appréciait pas lui manquaient, où il rentrait après une dure journée de travail, exténué, mais fier d'avoir accompli quelque chose de sa journée, et puis où il prenait sa femme et ses enfants dans ses bras. Car, oui, en plus de se sentir perdu dans un monde qu'il ne comprenait plus, il se sentait seul. Il n'avait plus la personne avec qui il aurait voulu partager le temps qui lui restait à vivre. Et ses enfants, comme la plupart des gens, s'étaient accommodés et habitués à ce monde. Et prenaient Michel pour un vieux grincheux quand il ne faisait que de se plaindre. Et tous les jours se ressemblaient. En même temps, que pouvait-il faire dans un monde où tout était tellement automatisé qu'il avait l'impression que tout ce qu'il faisait était décidé à l'avance, ou qu'il ne pourrait échapper à sa routine. Quand il ne voulait pas sortir chercher à manger, la nourriture lui était automatiquement livrée. Lorsqu'il ne voulait pas sortir ou qu'il voulait passer sa journée au lit, des robots débarquaient chez lui et l'emmenaient faire une promenade. Et s'il refusait, son mobilier lui faisait des misères pour le forcer à faire ce qu'il devait faire. Par exemple, s'il voulait passer toute la journée devant la télé, au bout d'un certain temps, la télé s'éteignait et ne voulait plus se rallumer qu'une fois qu'il aurait mangé, ou qu'il se serait dégourdi les jambes, etc. Ou encore, s'il voulait passer la journée au lit, comme je vous le disais, des robots venaient au bout d'un moment, déjà pour s'assurer de s'il était malade ou pas, et s'il l'est bien, ils le sortaient doucement du lit pour l'emmener en balade ou simplement le faire manger. Et s'il refusait ou devenait agressif, les machines contactaient au choix la famille ou la police. Police bien évidemment composée de machines. Les gens avaient tellement l'habitude de ne plus rien avoir à faire à part se divertir que les machines géraient elles-mêmes les efforts physiques que les gens faisaient dans la journée. En fait, très peu de travail avait besoin d'humains, même pour réparer les machines. La plupart du temps, elles pouvaient se réparer elles-mêmes. Et même lors des coupures, c'étaient des machines venant d'autres villes qui étaient envoyées pour régler le problème. Et il y avait besoin d'humains que pour les métiers dits artistiques. Un monde automatique, dominé par la technologie, où les humains se laissent faire pour la plupart sans se poser de questions. Voilà le monde où Michel vivait. Et plus le temps passait, plus il avait l'impression de s'effacer, comme si sa volonté n'avait plus raison d'être. Et plus cette impression se renforçait, plus la mélancolie et le désespoir l'envahissaient. Ce même désespoir qui accompagnait généralement toutes les âmes jusqu'à leur fin. Son seul et dernier espoir se trouva dans une possibilité. Le suicide assisté. Il ne pouvait mettre fin à ses jours seul, car les machines veillaient à sa sécurité. Mais s'il le désirait sous certaines conditions, il pouvait mettre fin à ses jours de manière légale et sécuritaire. Il prit donc rendez-vous et une fois le jour venu, après avoir dit adieu aux siens et réglé les détails de son testament, il s'éteignit paisiblement. Ainsi, il put finir ses jours en restant lui-même et avec l'espoir de retourner auprès de celle qu'il aimait. Quand je rouvris les yeux et qu'il fut temps de faire le ménage, je fus surpris de ce que je découvris. Les yeux de Michel étaient semblables à ceux des autres âmes brisées, mais son expression avait l'air apaisé. Encore aujourd'hui, je me pose des questions par rapport à la fin de cette histoire. Contrairement aux autres âmes qui ont succombé dans ce village, la fin de Michel fut beaucoup plus douce et paisible. Il se sentait même libéré avant de rendre son dernier soupir. Mais je sais qu'il n'avait pas été libéré du village. Après tout, son âme est encore là et a rejoint les autres âmes brisées. Néanmoins, c'est comme si le village avait abrégé ses souffrances, plutôt que de s'en servir pour le détruire. Enfin,
Je vous avais dit que la façon de procéder du village avait changé depuis l'événement qui a tout changé. Aussi, je dois avouer que je comprends un peu Michel. Après tout, dans l'optique où je serais libéré du village et que mon corps ait été mis en attente jusque-là, je ne suis pas sûr que je me sentirais à ma place à cette époque, qui est si différente de l'époque par rapport à laquelle je vivais. Mais bon, à mon avis, je ne partirai jamais d'ici. Alors, pas la peine de trop y réfléchir. Je devrais plutôt réfléchir au prochain chapitre. Après M, c'est N, je crois. Voyons voir.